Ils étaient 27 adolescents, pleins de vie, en route pour une dernière aventure avant l'âge adulte. Puis ils ont disparu, sans laisser de traces. Pas d'appel, pas de corps, juste le silence. Pendant 22 ans, l'histoire de la promotion 1999 n'était rien d'autre qu'une terrifiante légende urbaine, un récit édifiant murmuré autour d'un feu de camp. Jusqu'à ce qu'un randonneur tombe par hasard sur un bus scolaire rouillé au fond des bois, englouti par la mousse, rempli d'albums de fin d'année moisis et d'autres choses. Une chose à laquelle personne n'était préparé. 3 juin 2021. Forêt nationale de Rogue River Siskiyou en Oregon. Un randonneur expérimenté, s'écartant de son sentier habituel, aperçut un étrange objet jaune entre les arbres. Pensant qu'il s'agissait d'un vieil équipement ou d'un poste de garde forestier abandonné, il s'approcha et découvrit les débris d'un bus scolaire, à moitié englouti par la forêt. Le numéro sur le côté était à peine lisible. À l'intérieur, on aurait dit que le temps s'était tout simplement arrêté. Des sacs à dos poussiéreux encore attachés au siège. Des polaroïdes décolorés. Un magnétophone à cassette déformé par l'humidité gisait abandonné sur le sol. Des pages d'un annuaire collé par la moisissure. Mais tout au fond, sous un tas de vêtements décomposés, se trouvait quelque chose d'incontournable, une mâchoire humaine. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont immédiatement relié le bus à l'une des affaires non résolues les plus effrayantes de l'histoire de l'Oregon, la disparition de la classe de terminale de 1999 du lycée de Forest Grove lors de leur voyage de fin d'études. Mais plus ils regardaient en profondeur, plus tout cela devenait impossible. Il n'y avait aucune trace de location du bus. Aucune caméra de surveillance n'avait filmé son entrée. Aucune route ne menait à la zone. Et pourtant, à l'intérieur du bus se trouvaient des effets personnels appartenant à presque tous les élèves disparus. Certains étaient intacts, d'autres disposaient délibérément comme un message, ou pire, un rituel. Ce qui s'est passé dans ce bus n'était pas un accident. Et ce que la forêt avait caché pendant plus de 2 décennies était plus qu'une tragédie. C'était un secret que personne n'était censé découvrir. En mai 1999, les couloirs du lycée de Forest Grove vibraient de l'énergie électrique des élèves de terminale au bord de la Liberté. Les portes des casiers claquaient. Les rires résonnaient dans les couloirs. Les enseignants arboraient le sourire las de ceux qui comptent les jours avant l'été. Parmi cette marée de toges et de casquettes de la marine, 26 étudiants se sont distingués, non pas par leur extraordinaire qualité, mais par leur proximité. Un groupe soudé, formé au fil des années par des classes partagées, des chagrins d'amour, des blagues entre amis et des jeux du vendredi soir. Lassie Monroe arpentait les couloirs avec une grâce naturelle, un dossier serré contre sa poitrine. Elle était tout ce dont ses parents rêvaient, major de promotion, présidente du conseil étudiant, future élève de l'Ivy League. Son père, le maire Thomas Monroe, ne manquait jamais une occasion de vanter ses réussites lors des discours municipaux. Mais ceux qui connaissaient Lassie de près voyaient la pression derrière son sourire impeccable, les séances d'études nocturnes, les crises de panique qu'elle dissimulait derrière les toilettes. Non loin derrière, Jared Fields s'est précipité dans la salle audiovisuelle, caméra au point, racontant son propre faux documentaire sur la vie de lycéen. Jared était le clown de la classe audacieux, acharné, parfois odieux mais son regard perçant ne manquait rien. Il comptait faire de ce prochain séjour en camping son projet final, une capsule temporelle de leur dernière semaine ensemble. Je serai ma Blair Witch, mais en plus drôle, a-t-il plaisanté. Thérèse Hall dominait la plupart de ses camarades de classe, ses épaulettes depuis longtemps remplacées par le poids imposant d'une bourse d'études complète pour l'Université d'État de l'Oregon. Tout le monde attendait beaucoup de Thérèse, ses entraîneurs, ses camarades et surtout sa mère. Mais chaque offre de bourse s'accompagnait d'une peur grandissante, et s'il échouait? Et si les plus belles années de sa vie étaient déjà derrière lui? Puis il y avait Emily Tran. Elle avançait silencieusement dans les couloirs, sa présence n'étant marquée que par le léger frottement du crayon sur le papier. Son carnet de croquis était toujours avec elle, rempli de portraits de camarades de classe qui ignoraient avoir été dessinés, et de scènes de forêt qui, disait-elle, lui venaient en rêve. Elle parlait rarement, sauf si on lui adressait la parole, mais quand elle le faisait, ses mots persistaient. Emily ne faisait pas vraiment partie du groupe, mais ils lui faisaient tous confiance. Alors que la cloche sonnait la fin de l'année, un vendredi après-midi, l'école explosa de joie. Quelqu'un diffusa « Good Riddance » de Green Day à plein volume dans une autoradio. Les enseignants distribuèrent les dernières autorisations scolaires. L'excursion à venir dans la réserve naturelle de Rogue River dominait toutes les conversations. 5 juin 1999. C'était censé être une fête.
27 élèves de terminale du lycée de Forest Grove avaient passé des mois à préparer leur voyage de fin d'études. Après les examens finaux, les lettres d'admission à l'université et des années de monotonie dans une petite ville, c'était leur moment de liberté. La destination, un camping isolé au cœur de la forêt nationale de Rogue River Siskiyou en Oregon, isolé, pittoresque et loin des parents, des couvre-feux et des règles. Ils sont partis ce samedi matin dans un bus scolaire jaune, conduit par Monsieur Harold Grigg, remplaçant du chauffeur habituel, déclaré malade la veille. Le départ s'est déroulé dans la joie. Les élèves ont salué leur famille, leurs sacs à dos remplis de collations et de sacs de couchage. Certains parents ont filmé avec une caméra granuleuse, rire, acclamations, une photo de groupe juste avant l'embarquement. C'était la dernière fois que quelqu'un les voyait. Ce soir-là, l'un des parents, Madame Elsie Mclure, reçut un message vocal à 18h41. Il venait de sa fille, Rachel. En arrière-plan, des rires étouffés, quelqu'un qui criait « Éteignez ça ». Puis, le silence. Pas d'au revoir. Pas de raccrochage. Juste des parasites. Lorsque le bus n'a pas pu s'enregistrer au camping, on a d'abord pensé qu'il avait été retardé. Le temps était brumeux. Les routes forestières étaient étroites, à peine goudronnées, bordées de pentes abruptes. Les parents ont appelé, mais personne n'a répondu. Dimanche matin, la panique s'est installée. Des équipes de recherche et de sauvetage ont été dépêchées. Des hélicoptères ont scruté la région. Des chiens ont suivi les impasses. Il n'y avait aucune trace de pneus, aucun signal de téléphone portable, aucune branche cassée à suivre. L'hôte du camping a confirmé qu'aucun bus scolaire jaune n'était jamais arrivé. Le bus et ses passagers avaient tout simplement disparu. Le troisième jour, les équipes de recherche ont élargi leur périmètre. Une semaine plus tard, un pêcheur local a trouvé quelque chose d'étrange près d'un coude de rivière, à 25 km de la route principale, un appareil photo jetable, à moitié enfoui dans la boue. Son boîtier était fissuré, endommagé par l'eau. Lorsque les enquêteurs l'ont ouvert, ils l'ont trouvé vide. La pellicule à l'intérieur avait été retirée. 10 jours plus tard, un autre mystère a fait surface. M et Madame Callahan, dont le fils Trevor figurait parmi les disparus, ont reçu une lettre par la poste. Sans adresse de retour. Sans cachet de la poste. Juste 5 mots écrits d'une écriture tremblante. Nous y sommes parvenus. Arrêtez de chercher. Au début, le mot avait suscité l'espoir. Mais des graphologues l'ont examiné. Les courbes étaient décalées. La pression était irrégulière. On aurait presque dit l'écriture de Trevor, mais pas tout à fait. Verdict final, probablement falsifié, peut-être tracé. Pourtant, la note a déclenché des rumeurs. Certains disaient que les enfants avaient mis en scène leur disparition. D'autres parlaient de sectes, d'étranges rituels dans les bois. Certains s'accrochaient à la croyance que les élèves étaient vivants et cachés. Mais les faits restaient inchangés, aucune trace du bus, pas de chauffeur, pas d'élève. Aucun témoin. Aucun corps. Après 2 mois, l'affaire a été discrètement close, qualifiée d'affaire de disparition non résolue. Mais les parents n'ont jamais cessé de chercher. Certains arpentaient les sentiers forestiers chaque année. D'autres gardaient les visages de leurs enfants sur les tableaux des personnes disparues. Un père, Robert Vasquez, tenait un journal où il documentait chaque théorie, chaque indice, chaque nuit blanche. Dans une entrée, il écrivait : « Je ne pense pas qu'ils aient quitté la route. Je ne pense pas que ce soit un accident. Je pense que quelque chose les a emportés, quelque chose qui ne voulait pas qu'on les retrouve. » Il n'a jamais expliqué ce qu'il voulait dire. Et personne n'a jamais prouvé qu'il avait tort. 21 ans se sont écoulés. Les couloirs du lycée de Forest Grove résonnaient de nouvelles voix, de nouveaux rires, de nouveaux souvenirs, mais une ombre subsistait. Près de l'entrée, une plaque de bronze portait les noms de 27 élèves, gravés sous les mots suivants. Parti mais jamais oublié. Promotion 1999. Chaque année en juin, l'école organisait une cérémonie commémorative. Les enseignants allumaient 27 bougies. Certains membres du personnel prenaient une retraite anticipée, incapables de supporter le poids des questions sans réponse. D'autres restaient, hantés par les visages de leurs anciens enseignants, des visages à jamais jeunes dans leur esprit. De l'autre côté de la ville, le temps n'avait pas passé beaucoup plus vite. Les chambres, autrefois remplies d'affiches d'adolescents, de manuels scolaires et d'un parfum d'eau de Cologne, restaient intactes.
Les lits étaient toujours faits. Robes, trophées, journaux intimes à moitié écrits attendaient sur les étagères, comme si leur propriétaire était simplement sorti et pouvait revenir d'un instant à l'autre. Certains parents s'accrochent à l'espoir comme à l'oxygène. D'autres ont sombré dans un chagrin silencieux, celui qui ne crie pas. C'est juste réglé. Monsieur Delaney, dont le fils Mathieu était major de sa promotion, passait la plupart de ses journées à la bibliothèque locale, relisant sans cesse la dissertation finale de son fils. Madame Santos, dont la fille Nina jouait au football universitaire, a arrosé le même jardin que Nina avait planté des semaines avant le voyage. Elle n'a jamais touché un seul pétale. Mais personne ne s'est accroché plus fort que la mère de Lassie, Irène. Alors que d'autres enterraient leur espoir au fil des années, Irène a transformé le sien en résolution. Elle a refusé de marquer une tombe. A refusé de signer toute déclaration légale de décès. Elle gardait la brosse à dents de Lassie dans son support, son message d'accueil intact et son lit fraîchement fait chaque matin. Elle n'est pas partie, disait doucement Irène. Je ne sais pas où elle est, mais elle est là-bas, je la sens. Les voisins ont appelé cela du déni. Sa famille a appelé cela du deuil. 3 juin 2021, presque midi. Un randonneur nommé Travis Milner, un pompier hors service de Medford, dans l'Oregon, a décidé d'explorer un réseau de sentiers rarement utilisés, au cœur de la forêt nationale de Rogue River-Siskiyou. Il ne recherchait rien de particulier, juste la solitude et le silence. Mais après quelques heures, après avoir traversé des sous-bois épais, bien au-delà des sentiers balisés, il vit quelque chose d'étrange. Un éclair de jaune, presque entièrement enfoui dans les broussailles et la pourriture. Alors qu'il déblayait les fougères et les vignes mortes, la forme commença à prendre forme. Métal. Fenêtres fissurées. Des pneus en caoutchouc enfoncés profondément dans la terre. C'était un autobus scolaire, rouillé, cassé, son châssis tordu et étouffé par des années de croissance. Le numéro sur le côté était pâle, presque effacé par le temps, mais encore à peine lisible. Numéro 57. La porte était coincée, gonflée par les intempéries et le temps. Il la forçait à s'ouvrir, toussant tandis que l'air vicié s'échappait. L'intérieur était un tombeau. La poussière et la moisissure s'accrochaient à toutes les surfaces. Les sièges ont été déchirés. Le lierre a poussé à travers les fenêtres brisées. Et sur le sol, pourri mais toujours reconnaissable, gisaient des cartables, des vestes de lettres et une paire de casquettes de diplômés moisis. Une veste avec un écusson du lycée de Forest Grove pendait mollement au bord d'un siège à l'arrière, sous des porte-bagages effondrés et des débris. Puis il vit les os. Pas un ensemble, mais plusieurs. Certains étaient entièrement squelettisés, d'autres partiellement décomposés. Il lui a fallu un long moment de réflexion pour comprendre ce qu'il voyait. Il y avait plusieurs ensembles de restes humains, 17 confirmés plus tard. Il a immédiatement appelé le 911. En quelques heures, le site a été bouclé par les forces de l'ordre. Des enquêteurs, des équipes médico-légales et des anthropologues ont envahi les lieux. Et comme ça, le mystère qui s'était refroidi en 1999 brûlait à nouveau. Les médias sont descendus. Les familles qui avaient passé 22 ans à pleurer ou à espérer ont été obligées de revivre tout cela à nouveau. Les enquêteurs ont commencé à cataloguer le contenu du bus. La plupart des objets ont été endommagés par les intempéries, certains ont été détruits au point d'être méconnaissables. Mais dans un sac à dos fissuré et couvert de moisissures, glissé sous le siège du conducteur, ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel. Un dossier en papier kraft, gorgé d'eau mais toujours intact. À l'intérieur se trouvaient des croquis dessinés à la main, au fusain et au crayon, signés dans les coins inférieurs par Emily T. Emily Thompson, l'une des personnes âgées disparues. Son corps ne figurait pas parmi les restes. Les croquis étaient obsédants, dérangeants. L'une d'elles montrait un cercle de personnages debout dans une clairière, entourant un feu. Une autre montrait des visages cachés derrière des masques grossièrement dessinés, vides, sans expression. Un autre croquis, plus sombre et plus frénétique, représentait du sang coulant des branches d'arbres, formant un cercle sur le sol de la forêt. Des symboles étaient griffonnés en arrière-plan, aucun ne correspondant à une langue connue. Certaines pages semblaient déchirées ou arrachées d'un journal. Le dernier croquis du dossier montrait ce qui ressemblait à l'autobus scolaire, mais différent. Il était entouré de grandes silhouettes sans visage. Et dans la vitre avant, derrière le volant, il y avait un masque. Les enquêteurs ont identifié les restes à l'aide de dossiers dentaires et d'ADN. Des 28 personnes disparues aux 26 étudiants et 2 enseignants aux 17 corps ont été retrouvés.
Mais 9 étudiants étaient toujours portés disparus. Il en était de même pour les 2 professeurs, dont M. Karl Muse, le professeur d'histoire de la paix, et Mademoiselle Janine Crawford, l'accompagnatrice. Cette découverte a brisé toutes les théories restantes selon lesquelles la classe s'était simplement enfuie ou était morte dans un accident. Le bus était trop enfoncé dans la forêt, sans chemin assez large pour qu'un véhicule de cette taille puisse y accéder sans laisser de traces. Aucune route à proximité. Aucune trace de pneus. Il ne s'est pas écrasé là, il a été placé là, caché. Pourquoi seulement 17? Où étaient les autres? Et pourquoi Emily, une étudiante silencieuse qui parlait à peine en classe, dessinait-elle des scènes qui ressemblaient à des rituels? Les enquêteurs ont ratissé la zone dans un rayon d'un demi-mille. Mais le terrain dense a ralenti les recherches. Aucune empreinte de pas. Aucun reste à l'extérieur. Seul le silence et le poids de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas vraiment expliquer. L'affaire a été rouverte, non seulement pour récupérer des objets, mais aussi comme une possible scène de crime. Un acte criminel a été suspecté. Et alors que les croquis fuyaient dans la presse, une nouvelle théorie a commencé à circuler, bien plus sombre que tout ce que quiconque avait envisagé auparavant. Qu'est-il réellement arrivé à la classe de 1999 dans ces bois? Et qui, si quelqu'un l'a prévu, a prévu qu'il ne reviendrait jamais? Quelques jours après la découverte du bus scolaire dans les bois de l'Oregon, le poste de police de Bend a été inondé de fourgons de presse, d'enquêteurs et de citoyens inquiets. L'État tout entier était en effervescence avec un mystère. Qu'est-il arrivé à la classe de 1999? Quelle était la signification des os retrouvés à l'intérieur du bus scolaire rouillé? Et pourquoi, après plus de 2 décennies, rien n'avait encore fait surface jusqu'à présent? Puis, le matin du 10 juin, une silhouette sans prétention est entrée dans le commissariat de police de Bend. La brume matinale persistait dans l'air et les lumières fluorescentes de la gare bourdonnaient avec la monotonie habituelle. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'un homme entre. Il était maigre, maigre au point de paraître presque fragile. Son visage n'était pas rasé, ses vêtements en lambeaux, une veste en lambeaux pendait librement de sa silhouette squelettique. Ses longs cheveux ébouriffés collaient à son visage, comme s'il ne les avait pas peignés depuis des années. Ses yeux, enfoncés par l'épuisement, parcouraient nerveusement la pièce. Les officiers, absorbés par leur propre discussion sur la découverte du bus, se turent lorsqu'ils le virent. L'homme ne semblait pas remarquer le changement soudain dans l'air. Il s'approcha lentement de la réception, presque méthodiquement, avant de se pencher en avant, sa voix à peine supérieure à un murmure. « Je suis Jared Fields, de la promotion 1999. » Pendant un moment, personne ne bougea. Les mots restaient suspendus dans l'air, chargés du poids de 22 ans de questions sans réponse. Les officiers échangèrent des regards confus, comme s'ils attendaient une chute, mais rien ne vint. Cela ne peut pas être réel, n'est-ce pas? La dernière fois que quelqu'un avait entendu le nom de Jared Field, c'était lorsqu'il avait disparu, avec le reste de sa classe de terminale, lors de leur voyage de remise des diplômes. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Aucune trace. L'un des officiers, le sergent Emily Wells, s'avança prudemment. « Monsieur Fields, pouvons-nous obtenir vos papiers d'identité ?» Jared n'a pas répondu. Au lieu de cela, ses yeux parcouraient nerveusement la pièce, comme quelqu'un qui regardait constamment par-dessus son épaule. « Je n'étais pas censé revenir, » marmonna-t-il, la voix tremblante. « Il regarde toujours. » Un frisson parcourut l'échine du sergent Wells. « Qui regarde, monsieur Fields ?» demanda-t-elle, la voix tendue par la suspicion. Jared secoua la tête, comme s'il essayait de se débarrasser des pensées qui s'accrochaient à lui comme un épais brouillard. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'étais jamais censé revenir, aucun de nous ne l'était. » Il ressemblait moins à un homme qui avait simplement survécu à quelque chose de tragique qu'à quelqu'un qui avait été forcé de survivre, comme quelqu'un qui avait été marqué par quelque chose de sombre et d'anormal. La patience du sergent Wells commençait à s'épuiser. Elle avait besoin de réponses. Ils avaient tous besoin de réponses. « Monsieur Fields, nous avons besoin que vous nous disiez où vous étiez toutes ces années. Nous devons savoir ce qui est arrivé à vos amis, aux autres étudiants. » Les yeux de Jared clignotaient nerveusement. Il jeta un coup d'œil vers la porte, comme s'il craignait que quelqu'un, ou quelque chose, puisse l'écouter. « Je ne peux pas encore, pas avant que je... » Il s'arrêta, avalant difficilement, comme si les mots eux-mêmes étaient du poison dans sa gorge. Mais avant que quiconque puisse insister davantage,
un technicien médico-légal est entré dans la pièce avec un rapport. L'officier l'a remis au sergent Wells. Elle le lut rapidement, les sourcils froncés d'incrédulité. Jared Fields, vos empreintes digitales, elles correspondent. Votre ADN correspond. Pour la première fois depuis son entrée dans la gare, Jared leva les yeux. Ses yeux écarquillés, comme un homme qui vient d'être condamné à mort. Je te l'ai dit, murmura-t-il. Je t'ai dit que je n'étais pas censé revenir. Je n'aurais pas dû revenir. Les officiers le regardaient dans un silence stupéfait. Chacun essayant sans succès de donner un sens à ses paroles. Ils attendaient un homme qui expliquerait le mystère, quelqu'un qui leur donnerait enfin des réponses. Des réponses à la disparition, au bus scolaire disparu, aux ossements déterrés dans les bois. Mais au lieu de cela, ils rencontrèrent un homme qui ressemblait davantage à une énigme. Un homme dont la seule présence ne faisait qu'accentuer l'obscurité entourant l'affaire. Monsieur Fields, insista le sergent Wells d'une voix calme mais insistante, que voulez-vous dire par vous n'auriez pas dû revenir? Où étiez-vous toutes ces années? Où êtes-vous allé? Qu'est-il arrivé à vos camarades? Le visage de Jared se tordit de terreur. Il recula en titubant, comme s'il essayait de prendre ses distances non seulement avec la question, mais avec tout, chaque souvenir, chaque cauchemar. Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. Pas encore, balbutia-t-il d'une voix tremblante. Ils sont toujours là. Ils ne cesseront de nous surveiller jusqu'à ce que tout soit terminé. Un silence glacial et inquiétant emplit la pièce. Les policiers échangèrent des regards inquiets, incertains de la marche à suivre. L'homme dont ils espéraient qu'il leur apporterait la paix, celui qui dirait enfin la vérité, se tenait maintenant devant eux, tremblant de peur. Et puis, aussi vite qu'il était arrivé, Jared Fields se retourna et se dirigea vers la porte. « Je ne peux pas rester ici, murmura-t-il. Ils me trouveront si je reste. » Le sergent Wells se précipita, désespéré. « Monsieur Fields, s'il vous plaît, vous devez. » Mais avant qu'elle ait pu terminer, il était parti. La porte claqua derrière lui, laissant les policiers seuls, avec rien d'autre que des questions. Ils avaient désormais un témoin vivant, Jared Fields, le seul à pouvoir expliquer ce qui était arrivé à la classe de 1999. Mais quoi qu'il soit arrivé à Jared, quoi qu'il soit arrivé aux autres, était loin d'être terminé. Le cauchemar n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, Jared était assis en face des enquêteurs, les yeux écarquillés de terreur, un regard hanté profondément gravé sur son visage, un regard que les années n'avaient pas réussi à effacer. La salle était lourde de silence, l'air chargé de tension et d'impatience. Pendant 2 heures laborieuses, il leur avait raconté sa chronologie, ses souvenirs de la dernière fois qu'il avait vu ses camarades. Mais maintenant, le moment arriva où il était prêt à tout leur dire. Ils étaient tous morts, vous savez, commença-t-il d'une voix tremblante mais résolue. Ceux qui n'ont pas résisté, ceux qui ont résisté, on ne les a plus jamais revus. On n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. Juste, disparus. Jared marqua une pause, les mains tremblantes tandis qu'il les essuyait sur son pantalon. Il était assis depuis des heures, mais le poids de cet instant, le poids de sa confession ne lui avait jamais semblé aussi écrasant. Ses paroles avaient déjà commencé à dévoiler un mystère vieux de plusieurs décennies, mais c'était à ce moment-là que la vérité allait pleinement faire surface. Tout a commencé le jour où le bus est tombé en panne, a-t-il poursuivi. Sa voix tremblait, comme si les souvenirs eux-mêmes le tenaient encore prisonnier. Nous étions à des kilomètres de la route la plus proche, au cœur de la forêt. Le moteur a raté et s'est arrêté. Impossible de faire avancer le bus. Impossible de le démarrer. Alors nous avons attendu. Et attendu. Jared retint son souffle. Les sons dissonants de la forêt emplirent à nouveau son esprit, des sons qu'aucun enfant ne devrait jamais se rappeler. C'est à ce moment-là qu'ils nous ont trouvés. Il se pencha en avant, ses yeux rivés sur ceux des enquêteurs. Il portait ses robes, grises, comme s'ils avaient vécu dans la poussière. Je crois qu'ils se surnommaient les élus. Ils disaient venir d'un sanctuaire isolé. Un lieu de paix. Un endroit où échapper au monde extérieur. Ils nous ont dit que le monde s'effondrait, que la société s'effondrait. Ils ont présenté cela comme une solution de salut. Jared secoua la tête, son regard se posant sur le sol. On aurait dit une blague. Mais on était coincé. Personne n'avait de réseau. Personne ne savait comment réparer le bus. Alors, on les a suivis. On n'avait pas le choix.
Les enquêteurs échangèrent des regards, leurs visages inexpressifs, mais leurs yeux perçants comme des rasoirs, dévorant chaque mot. Au début, continua Jared d'une voix de plus en plus pressante, la communauté était paisible. C'était, presque trop beau pour être vrai. Ils nous ont donné à manger. Ils nous ont laissé nous reposer. Ils nous ont promis tout ce dont nous avions besoin. Ils ont pris soin de nous. Ils nous ont hébergés. L'air était différent là-bas, comme si tout était plus lourd. Plus lent. Comme si on était sous l'eau. Il s'arrêta, respirant de manière irrégulière. Mais au bout d'un moment, les choses ont commencé à changer. Ils ont commencé à parler de reconditionnement. De la nécessité de laisser tomber nos anciennes vies, notre passé. On n'avait pas le droit de parler de nos origines. On n'avait pas le droit de dire ce qu'on fuyait. Ils nous ont dit qu'il fallait tout oublier. Ils appelaient ça, la purification. Le mot restait dans l'air, tranchant et menaçant. Les yeux de Jared brillaient de quelque chose de plus sombre que la peur. Ils nous ont donné à manger, murmura-t-il, mais ça n'avait pas bon goût. C'était bizarre, comme s'ils nous droguaient. Ils nous engourdissaient. Certains d'entre nous ont commencé à faire des rêves saisissants, des cauchemars qui semblaient trop réels. Trop intenses. Et puis ils nous ont fait dormir à tour de rôle, de manière très contrôlée. Très précise. Ils voulaient savoir quand nous étions éveillés. Quand nous dormions. Peu importe notre fatigue. Il fallait suivre le programme. Il se frotta les yeux, l'épuisement dû au souvenir le tiraillant. Certains enfants ont commencé à résister. Ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient partir, mais ils avaient trop peur. Terrifiés par ce qui arriverait s'ils n'obtempéraient pas. J'en ai vu certains tenter de s'échapper. J'ai entendu leurs cris quand ils ont été traînés dans les bois. On ne les a plus jamais revus. La pièce était d'un silence de mort. La voix de Jared se réduisit à un murmure. Ils nous ont dit qu'ils étaient les élus. Que le monde extérieur au bois avait disparu. Que la seule chose qui restait était leur communauté. Ils disaient que nous avions été choisis pour vivre dans un monde nouveau. Pour faire partie de quelque chose de plus grand. Il déglutit difficilement. Mais ce n'était pas un choix. C'était une prison. Et ceux qui ne l'acceptaient pas, étaient sacrifiés. Les yeux de Jared devinrent lointains, une terreur froide et vide vacillant derrière eux. Je n'étais pas le seul à l'avoir vu. Ceux qui ont tenté de partir, ceux qui ont résisté, ont été livrés à la forêt. Personne n'est jamais revenu. Les enquêteurs restèrent figés. Chaque mot creusait davantage l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux. En 2006, murmura Jared, j'en ai eu assez. J'ai trouvé un moyen de m'échapper. J'ai couru. Aussi loin et aussi vite que possible. Mais même là, j'avais trop peur d'en parler à qui que ce soit. Je me suis tu. Je suis resté caché. Je pensais que, peut-être, si je restais silencieuse, il m'oublierait. Que je pourrais vivre ma vie. Son regard s'assombrit. Sa voix se réduisit à un murmure. Je pensais être la seule. Mais quand j'ai appris que le bus avait été retrouvé, j'ai su. Je savais qu'il n'avait pas oublié. Il fallait que je le dise à quelqu'un. Il fallait que je te dise la vérité. La pièce sombra dans un lourd silence. Les enquêteurs étaient stupéfaits. Ce que Jared venait de révéler n'était pas une simple disparition. C'était quelque chose de bien plus sinistre. Une conspiration. Une secte. 27 jeunes vies reconditionnées, contrôlées et finalement sacrifiées à quelque chose de bien plus sombre que quiconque aurait pu imaginer. Jared s'était échappé. Mais ses camarades de classe n'étaient pas censés le faire. Ils avaient été choisis. Et la même forêt qui avait caché leur reste pendant des décennies détenait la vérité finale et horrible. Le monde dont on leur avait parlé n'avait pas disparu. Il attendait. En attendant que la prochaine génération prenne leur place. Lorsque Jared s'est manifesté pour la première fois, les réactions ont été immédiates et partagées. Certains parents s'accrochaient à chacun de ces mots, cherchant désespérément des réponses, cherchant à tourner la page. Ils le croyaient. Son histoire était d'une horreur inexplicable, impossible à expliquer aux autorités. Mais d'autres, notamment les familles des disparus, refusaient d'y croire. Ils ne parvenaient pas à concilier l'image de leurs enfants avec le terrible cauchemar décrit par Jared. Pour eux, il n'était qu'un homme brisé, un survivant dont l'esprit avait été déformé par le traumatisme qu'il avait subi.
La communauté s'est fracturée. Le fossé s'est creusé. Dans les mois qui ont suivi, certaines familles ont ouvertement accusé Jared d'être responsable des disparitions, tandis que d'autres le considéraient comme une victime de la même tragédie indescriptible. Les médias ont dévoré l'histoire, le qualifiant de héros ou de fou délirant. Mais Jared n'a jamais hésité. Il connaissait la vérité. Et c'était pire que ce qu'on pouvait imaginer. Finalement, Jared a été placé en détention préventive. La police ne pouvait pas risquer de le réduire au silence, ni de le voir disparaître comme les autres. Trop de questions restaient en suspens. Trop de détails étaient en suspens. Le rôle de la milice. Les événements étranges dans les bois. Les élèves disparus. Rien de tout cela ne cadrait dans un récit cohérent. Mais l'histoire de Jared, aussi terrifiante soit-elle, offrait le premier aperçu effrayant de ce qui s'était réellement passé. Des mois plus tard, Jared a publié un mémoire, racontant chaque détail horrible de son séjour au cœur de la forêt. Le livre a fait sensation, suscitant des théories folles sur la classe de 1999, la milice et la secte qui avait consumé tant de jeunes vies. Certains ont cru chaque mot. D'autres l'ont rejeté, le considérant comme le discours fragmenté d'une âme brisée. Mais une chose était sûre, Jared avait vu quelque chose. Quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Quelque chose que personne ne comprendrait jamais complètement. La disparition de la promotion 1999 restait une plaie ouverte. La forêt gardait encore ses secrets, enfouis sous la mousse et les lianes, attendant que quelqu'un soit assez courageux pour les découvrir. Les mémoires de Jared sont devenues un symbole de vérité, de folie, d'horreur indicible. Quant aux familles, elles ont dû ramasser les restes brisés de leur vie. Certains cherchaient encore leurs enfants, s'accrochant à l'espoir. D'autres, comme ceux qui ont cru Jared dès le début, ont été laissés avec la triste certitude que leurs proches n'étaient jamais vraiment revenus. La forêt les avait réclamés. Et la vérité était bien plus sombre que quiconque aurait osé l'imaginer. Les mois passèrent. Les mémoires de Jared avaient bouleversé le monde, mais la frénésie ne s'éteignit jamais vraiment. L'histoire hantait toujours la communauté, comme une ombre qui refusait de se dissiper. Jared est devenu un reclus, n'apparaissant que lorsque cela était nécessaire pour des entretiens ou des réunions avec les autorités. Mais un après-midi frais et couvert, il est retourné au lycée de Forest Grove. L'endroit était autrefois rempli de rires, de l'avenir radieux de la classe de 1999 et des promesses d'été jamais vécues. Maintenant, c'était un mémorial. Un rappel vide et hanté de ce qui avait été perdu. Jared se tenait seul devant les dalles de pierre polie, les noms de ses camarades de classe disparus gravés sur leur surface froide. La plaque brillait dans la lumière tamisée, symbole du vide qui avait consumé la ville. Il s'agenouilla et sortit quelque chose de sa veste, un annuaire délavé et moisi. Il l'ouvrit avec précaution, les pages jaunies par le temps. Au dos se trouvait une note que lui seul aurait pu écrire. Il la cachait sous la couverture, où il resterait caché jusqu'à ce que quelqu'un regarde suffisamment attentivement pour le trouver. La note disait : « On a essayé de partir. J'ai réussi. Je suis désolé. » Pendant longtemps, Jared fixa le mémorial. Le poids du chagrin. Le fardeau de la culpabilité. Appuyant sur lui comme la forêt elle-même. Les visages de ses amis. Leur rire. L'horreur de leurs derniers jours. Puis, sans un mot, il se retourna et s'éloigna, ne laissant derrière lui que l'annuaire et le message obsédant pour quiconque serait assez courageux pour rechercher la vérité. Certains disent que Jared a tout inventé, une histoire pour expliquer les cauchemars qui ne l'ont jamais quitté. D'autres affirment que la vérité était encore plus sombre qu'il ne le prétendait. Ce qui s'est passé dans la forêt était bien pire que ce qu'on pouvait imaginer. Mais une chose est sûre. Ce qui est arrivé à la classe de 1999 hante encore les arbres de l'Oregon. Laissez un commentaire ci-dessous. Croyez-vous à l'histoire de Jared ? Ou se cache-t-il quelque chose d'encore plus terrifiant dans les bois ? Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres mystères incroyables de la vie réelle.